commencé à Fontainebleau sur des petits cailloux au Cuvier. Et bon, comme je grimpais en pâte au gaz, je me lançais dans une grande arène en 3. Je suis tombée et du coup, j'ai été acheter des PA à l'époque et je me suis inscrite au CAF, dans les sorties CAF, où on m'a appris un peu à grimper. Et puis, les petits cailloux, c'était très joli, mais bon, je suis allée ensuite au Saussoir, toujours avec le CAF, puis avec le GUMS. Donc, de Fontainebleau, je suis passée à la falaise. Et de la falaise, tout naturellement, aux falaises plus grandes des Calanques et du Verdon, du Vercors. Et bon, et ensuite, eh bien, comme il n'y avait pas de limite, je suis passée aux Dolomites. Et c'est là que j'ai fait mes premières très grandes ascensions en compagnie de Daniel Joie, qui était vraiment un ouvrier, mais qui adorait la montagne et qui connaissait tous les récits sur les Dolomites. Moi, il m'a emmené là-bas, alors que je ne savais même pas que les voies existaient. Lui, il connaissait tout. Mais il avait un don absolument terrible dans les voies pour se tromper d'itinéraire. Et comme quand il en a eu assez de se tromper d'itinéraire, eh bien, il m'a dit, tu passes en tête tout le temps, parce que ça faisait longtemps que je passais en tête, évidemment, mais on faisait plutôt réversible. Là, il m'a dit, tu passes tout le temps en tête, moi, je porte le sac. Vous vous rendez compte, si j'étais gâtée, j'avais un second qui grimpait très bien, très vite, et qui portait le sac, et moi, je me prélassais en tête dans les grandes voies des Dolomites. Voilà. Et puis des Dolomites, je suis passée à la montagne. Et entre autres, je suis, bon, disons, j'ai beaucoup grimpé dans les Dolomites au début, parce que chaque fois qu'il y avait 3 jours de pluie à Chamonix, et à l'époque c'était le mois de... donc c'était au mois d'août, d'habitude il faisait toujours mauvais. Et au bout de 3 jours de pluie, on allait dans les Dolomites, si bien que je ne faisais jamais aucune voie à Chamonix. Et le jour l'été où j'ai loué un studio à la résidence Le Brévent, où nous sommes, eh bien, c'était l'année 71, j'ai fait toutes les grandes voies de Chamonix, donc j'ai fait le pilier du Freinet, la Facile du Fou, la Walker et bien d'autres. Et à la fin de l'été, j'ai demandé au gardien s'il n'y avait rien à vendre dans l'immeuble, et voilà, j'y suis encore. Et ces grandes courses-là, vous les faisiez avec qui alors? Alors, c'était avec ces courses, je les faisais avec des jeunes, un petit groupe de jeunes qui se retrouvaient toujours ce soir, en week-end. Alors, par exemple, le pilier du Freinet, je l'ai fait avec Lucien Cély, qui a arrêté de grimper ensuite, enfin, il s'est tourné vers d'autres occupations. J'ai grimpé la Facile du Fou, je l'ai fait avec Thierry Leroy, qui a continué aussi. Enfin, c'était en général toujours des amateurs, souvent assez jeunes, pour qui ça ne posait aucun problème de grimper souvent en second. Et enfin, le plus difficile, c'était toujours moi qui le faisais. Et c'était normal, puisque j'étais la plus légère.
si je préférais être assurée par quelqu'un d'autre en tombant que ce soit moi qui soit obligée d'assurer quelqu'un qui tombe, qui soit beaucoup plus lourd que moi, encore que je l'ai fait. Ça. Voilà. Et la Walker, La Walker, c'était avec Lucien Selig. Et c'est en haut de la Walker où il m'a dit que c'était évidemment la première grande course qu'il faisait dans les Alpes. Alors je lui ai dit, moi je pensais au Pilier du Fresnay, je lui ai dit, mais ça ne te plairait pas d'aller au Pilier du Fresnay? Il m'a répondu, ah oui, ce serait pas mal d'arriver pour la première fois au Mont Blanc par le Pilier du Fresnay. Et ben, il m'a suivi jusqu'au bout, après des hésitations d'ailleurs. et du coup, à l'époque, vous étiez en grosse. Vous avez en... Ah ben oui, Ouais. bien sûr, oui, genre, tout en grosse, bien sûr. La Pursuit du Fou, j'avais quand même des Vibram légères. C'était pas tout à fait des grosses chaussures. Puis aussi, il y a eu le Cervin, j'ai vu aussi la Fastenant du Cervin. Là, j'ai fait la Pasteur du Cervin, oui, dans des conditions de neige épouvantables, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de neige. Mais enfin, bon, ben, il a fallu faire un bivouac parce que c'était horrible, on ne pouvait absolument pas s'assurer. C'est-à-dire qu'on pouvait pas, on pouvait assurer un second, mais on ne pouvait pas assurer un premier. Il n'y avait pas de relais possible. C'était, bon, je veux dire, c'était du gravat, quoi. C'était comment un peu l'alpinisme à Chamonix dans les années 70 hein? Bon, c'était extraordinaire. Je veux dire, il y avait une ambiance, tous les alpinistes se connaissaient. On était, je parle des amateurs, hein, j'ai toujours vécu dans un milieu d'amateurs. J'ai grimpé avec des guides, mais enfin en copain toujours, en ami. Et je n'ai jamais voulu prendre un guide pour faire quelque chose que je ne me sentais pas capable de faire. Je voulais. J'aimais bien grimper de temps en temps avec des gens qui étaient plus forts que moi, parce que souvent, j'allais faire une voie en second avec cœur, j'allais faire certaines longueurs qui me faisaient peur en second, et puis ça me permettait après d'aller emmener quelqu'un en tête et de les refaire en tête. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir moi, toujours de grimper en tête. C'était ça qui m'intéressait. Ou en réversible. Hein. Souvent, on faisait réversible, mais sans regarder, sans choisir ses longueurs. Hein. C'était les longueurs paires ou les longueurs impaires, suivant celui qui avait démarré. Et il y a beaucoup de femmes qui grimpaient à l'époque? Non. Non, enfin, moi je dois dire que j'ai profité du fait que c'était au GUMS en fait. Ils étaient très, bon, plutôt un peu à gauche, féministes, et donc c'était normal au GUMS qu'une femme grimpe en tête parce que il y en avait une avant moi qui avait grimpé en tête et qui avait fait qui faisait des voies très dures au Sossois. C'était Anne-Marie Chédet. Bon, elle n'a pas laissé de nom dans l'alpinisme parce qu'elle a fait autre chose par la suite. Mais donc, tout le monde avait le souvenir d'Anne-Marie Chédet et quand je suis venue, bon, bah, je vais dire, bon, bah, je faisais les grandes voies du Sossois, hein, qu'elle avait faites avant moi. Mais non, il y avait enfin, les femmes qui grimpaient en tête, mais il n'y en avait pas, surtout en complète autonomie. Je veux dire, il pouvait y avoir une cordée féminine qui suivait une autre cordée ou des choses comme ça, et moi j'étais vraiment tout à fait autonome, quoi. La course, c'est moi, je l'imaginais, Et vous grimpiez pendant les vacances, vous aviez un travail à côté? Ah ben oui, j'étais enseignante à la faculté, enfin, j'étais professeure.
Et vous avez grimpé un peu l'hiver aussi? Non. L'hiver en Afrique. Parce que j'ai voulu faire un petit peu des cascades de glace aussi. Et bon, c'était plus tard hein, déjà. Mais bon, en week-end, c'est impossible. Parce que, évidemment, ou il fait trop chaud, ou il neige. Et moi, chaque fois que j'ai voulu lire, on m'a téléphoné que c'était, pour me dire que c'était pas la peine. Alors, ne me déranger. Non, mais c'est vrai, il faut être sur place. Enfin, si on veut faire quelque chose d'intéressant, évidemment. Et du coup, vous avez fait des expéditions en Afrique. Oui. Vous avez fait quoi là-bas? Bon, je suis allée pas mal au Hogar. Je suis allée 4 ou 5 fois. Enfin, et d'ailleurs, c'était moi qui organisais les expéditions. Hein. J'emmenais une dizaine de copains, et puis de manière à pouvoir avoir 2 4x4, ce qui revenait assez cher, donc il fallait quand même qu'on puisse les remplir. Et bon, j'emmenais les gens, mais c'est-à-dire, je les emmenais pour le voyage. Hein, et puis après, ils se débrouillaient. Et moi, j'avais un très bon copain qui s'appelle Bernard Pémourier, avec qui on a fait alors vraiment de très très jolies voies, à la Garatel-Janou, Nontesnou, enfin au Hogar. Et aussi, on est allé au Mali et au Cameroun. Et peut-être ce que j'ai fait de plus intéressant au point de vue de l'escalade, c'est d'ouvrir des voies au Cameroun. En particulier une très jolie voie en fissure, hein, mais même 2. Une donc aux Zaouvis, c'est à Rumsiki. Ça ne dira pas grand-chose, mais vraiment très dur. Hein. Bon, bah, il fallait se piter hein, pour. Et un rocher qui était plus dur que du béton sur le premier centimètre. C'était atroce d'arriver à planter 1 centimètre de tampon noir. Parce que tout se faisait au tampon noir là-bas. Il n'était pas question d'emmener des perceuses parce que ça faisait trop lourd dans les avions. Oui, j'ai grimpé aussi au Kenya. Alors là, c'était autre chose. C'était un couloir de glace qui n'existe plus, je pense. Enfin, ce qui terminait, c'était le diamant. Ça s'appelle toujours le diamant, je ne sais pas, peut-être. Mais je pense qu'il n'existe plus. Et qui se terminait en cascade de glace. C'était assez extraordinaire. D'autant qu'on dormait en haut du Kenya dans le petit refuge. Et dans les Alpes, vous avez grimpé jusqu'à quand alors? Eh bien, disons, il y a un moment où je ne savais plus si je faisais de l'école d'escalade ou des courses. Parce que, évidemment, je me suis mise avec bonheur aux voies Piola. Hein, c'était une découverte, pour moi, c'était une redécouverte des Alpes. Mais ça sentait quand même un peu l'école d'escalade, quoi. C'était tout équipé. On descendait en rappel, on était en chaussons. Bon, il y en avait qui étaient quand même. Ce qui était le plus engagé en général dans ces courses-là, c'était l'approche, les rimés, les crevasses. Mais donc, sinon, bah, j'ai continué à grimper jusqu'à mon opération. Mais à ce moment-là, je ne faisais plus que de l'école d'escalade, hein, c'est-à-dire de la falaise, les falaises du coin, j'aimais beaucoup. Hein. Toutes les falaises de Haute-Savoie.
j'adorais tout ça, mais je vais dire, la haute montagne, c'était fini pour moi. Mais bon. Et quel souvenir la haute montagne vous avez aujourd'hui? Et bon, d'une aventure merveilleuse que j'ai vécue, euh, que et puis que j'ai toujours réussi, j'ai toujours dominé. Je veux dire, bon, moi, personnellement, en montagne, je n'ai jamais eu d'accident. Mais j'ai eu des compagnons de cordée qui ont eu des accidents, hein, puisque quand j'ai fait donc la face nord des Joras par les Broncroses, mon compagnon de cordée a dévissé de 80 mètres à la sortie. Et moi, il a fallu que je me débrouille et que j'aille appeler les secours. Alors, je ne peux pas dire que j'ai jamais... mais... bon... Pour moi, j'ai pas de très mauvais souvenirs de montagne. Peut-être un des souvenirs vraiment horribles que j'ai, c'est tout à fait à mes débuts. J'étais en Oison faire une voie archi-classique qui est dans des cavales, enfin c'est une petite course. Et en haut de ce pic dans des cavales, j'ai eu le spectacle horrible d'un hélicoptère qui est parti en flammes après avoir, je pense que c'était une panne qui avait heurté le rocher, et il y avait 3 sauveteurs dedans, et on a vu l'hélicoptère descendre en flammes. C'est assez horrible comme spectacle. Mais si vous voulez, je n'étais pas directement touchée. Bon. D'ailleurs, je me suis promis ce jour-là d'essayer toujours de me débrouiller moi-même et de ne jamais appeler de secours. Pour nous. Je l'ai appelé le secours pour des autres. Et votre grande course dans les Alpes, votre plus belle course, votre plus beau souvenir? Bien, je pense que c'est la Facile du Fou, peut-être. Peut-être, oui. Parce que en haut, je regardais le Mont Blanc avec concupiscence. Et j'ai dit, la prochaine course, ce sera le Pied du Freinet. Donc, ça veut dire que j'étais en pleine forme, en pleine joie d'avoir réussi, et puis sans peur, sans rien, enfin bon, j'en avais bavé comme on ne peut pas imaginer, à faire ça à pitonner ça, parce qu'à l'époque, on passait, en vibram, on pitonnait, hein, il n'y avait pas le choix. Et je sais que j'avais plus un seul piton français qui était pas complètement tordu. Je n'avais plus que mes pitons américains à disposition. Parce que ça, c'est une course qui se faisait tout en artif. Oui, enfin tout en artif, sauf quelques passages vraiment qu'on était obligé. Il y a un moment où quelquefois on est obligé de faire du libre, hein, pour aller mettre le piton d'après. Mais oui, ça se faisait tout en artif. Oui. Et donc vous partiez avec beaucoup de pitons là. Ah bon, je sais pas, oui. Pas loin de 100 pitons, hein. Mais je veux dire, j'avais des Américains donc, qui sont en acier, enfin en acier rigide, enfin, qui ne se plient pas, hein, tandis que les pitons français se plient dans les charlets, les sinons, ils se plient dans les fissures. Et bien quand on les ressortait des fissures, c'était bon à acheter au Pierrier, hein. Et par exemple, la Walker aussi, non, la Walker, ça se faisait en libre, c'était pas beaucoup de libre. Oh, bah oui, mais par la force des choses.
parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont faciles, alors que au fou, par exemple, il n'y a pas de longueur facile. En route, dans la Valcaire, oui, c'est presque du livre tout le temps. Enfin, oui, peut-être tout le temps même, je sais plus. Oh, à l'époque, quand il y avait un piton, on tirait dessus, hein, puis c'était tout. On se posait pas de questions. Bon, je veux dire, c'était en 71, on ne se posait pas de questions. En France, tout du moins. On s'en posait peut-être aux États-Unis d'ailleurs. Là-dessus, parce que c'est aux États-Unis que j'ai rencontré la première fois l'escalade libre. Hein. Oui, parce que vous avez fait le nose aussi. Oui, oui. Avec Jean-Claude Roydier. Et c'est passé comment le nose alors? Eh ben, c'est passé que, comme j'ai dit, j'avais fait j'avais été vraiment dupe. Parce que j'avais dit que je faisais d'artif et que lui faisait libre. Parce que, pour la bonne raison que lui, il grimpait en chaussons, tandis que moi, comme je savais qu'il y avait de l'artif, je voulais garder mes vibrames. Mais le libre, je ne pouvais pas le faire en vibrame. Donc, du coup, alors on avait convenu que je ferais l'artif et que donc je faisais libre. Et alors, en plus, je faisais de l'artif, mais dans des conditions qui étaient vraiment tout à fait déplaisantes, parce que c'était, je ne sais plus pour quelle raison. Ah oui, je faisais de l'artif avec des coinceurs, bien sûr, pas avec des pitons. Alors, avec un coinceur, ça veut dire que quand on met un étrier, et ben, le coinceur, on l'a sa ceinture. Alors que quand on a mis un piton, on met le pied sur le piton pour aller mettre celui d'après. Donc, j'étais obligée de mettre 3 fois de coinceur comme j'aurais mis de piton, et j'étais furieuse. Mais c'était les longueurs, elles étaient considérées comme longueurs d'artif à l'époque. Hein. Les gens qui ont fait le nose tout en libre, ça a été plus tard. Parce qu'à l'époque, les coinceurs, ça commençait. Ça commençait, ça avait déjà commencé en Angleterre. Moi, j'étais allée en Angleterre, donc, et là, c'est là qu'on avait eu bon, on avait vu les Anglais qui mettaient leur boulon. Et on était priés de faire pareil. Et comme je dis, la première fois que j'ai dû me tirer sur un coinceur, j'en ai mis pas un, j'en ai mis 3. Ils sont tenus tous les 3. Mais bon, je veux dire... je sais que justement, comme j'étais avec Jean-Claude, c'est lui qui est venu faire la promotion du libre, et qui avait tout à fait raison, et qui s'est fait très mal voir, alors, ici à Chamonix entre autres, parce qu'il s'y est très mal pris. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être l'histoire, non? Un peu. Oui, mais il s'y est très mal pris, et en fait... Jean-Claude n'était pas l'être ignoble qu'on a voulu faire de lui. Hein. Il était plein d'humour. Et bon, il disait, mais il n'en pensait pas moins. Quoi. Il a été tout le temps incompris. Mais il faisait tout ce qu'il fallait pour ça aussi. Ça vous avez beaucoup grimpé avec Droyer? J'ai surtout grimpé là, donc quand on est parti aux États-Unis ensemble, oui, au Colorado. Oui, sinon j'ai grimpé comme ça. Bon, enfin, bon, on a fait ensemble, on est allé quand même dans la Guillermina, dans la
vers la face du Mont Blanc. Là. Donc, on l'avait fait ensemble. Et je me rappelle une fois au camp du Cob, on était les deux derniers. Et Jean-Claude qui arrive, bah, il va bien falloir qu'on grimpe ensemble puisqu'on est tout seul. Et bon, je ne sais plus où j'étais faire des voies dans la. Oui, on avait fait des voies dans la face du Mont Blanc. Quoi. Enfin, disons, on grimpait, mais occasionnellement ensemble. Et toujours avec beaucoup de plaisir. Et on raconte des choses horribles sur le fait qu'il martyrisait ses compagnons de cordée. Moi, je n'ai jamais été martyrisée. Hein. Et avec toute la génération Parago, Berardini, tout ça, vous êtes arrivé un peu après, non? Vous avez... Oui, je suis arrivée après. Je veux dire, oui, ils étaient déjà des gens très connus quand moi j'étais toute petite débutante là. J'ai revu Berardini à Montpellier à la fin de sa vie, malheureusement. Il était vraiment extraordinaire parce que lui qui avait quand même été une vedette, eh bien, il était tout simple, je veux dire, et on avait grimpé ensemble à l'Ortus. Moi j'étais très contente de grimper avec lui, enfin, il était très sympathique, très simple, enfin je veux dire, bon, il n'avait peut-être aucune raison de se la ramener avec moi, mais enfin, peut-être que j'ai pas la même vue des gens que bien d'autres, parce que justement, bon, j'étais pas la première venue, quoi. Et quel regard vous portez sur l'alpinisme aujourd'hui? Je trouve que, bon, je veux dire, le regard qu'on peut porter sur l'ensemble du monde, c'est-à-dire que ça évolue vers un sport de compétition, on essaye, je veux dire, mais moi du temps où je grimpais, mais on avait le droit d'être complètement fou, de faire n'importe quoi, le principe de précaution c'était c'est à crouler de rire. Quand on voit tout ce qu'on faisait, enfin, il y en avait même qui allaient un peu loin. Et quand je pense qu'il y a quand même un grimpeur une fois qui a été jeté du Saussois dans un duvet pour s'amuser. C'était quand même des amusements un peu exagérés, ça fait 60 mètres ce soir. Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, les gens, ça s'oriente vers l'escalade, vers l'exploit, vers la compétition, et puis, ou alors vous avez des troupeaux qui vont faire le Mont Blanc, comme on va faire la Tour Eiffel et le Louvre à Paris. Moi, je vois ça très mal, quoi. C'est notre société de consommation où il n'y a plus aucun idéal, aucune joie gratuite. Pour moi, c'était la gratuité totale, l'alpinisme. Et le matériel, vous l'avez beaucoup vu évoluer? Ah oui, effectivement, le matériel, d'abord, moi j'ai vu toute l'évolution du matériel. Hein. Moi j'ai commencé donc avec des Vibram au pied, et puis bon, les chaussons, oui, pour ce qui est de l'escalade. Bon, commencer à mettre un pitonnet, spiter, et bon, et après j'ai vu les coinceurs, et puis maintenant on en est au stade des voies tout équipées. Bon, alors pour ce qui est de la glace, c'est encore pire. Moi je ne suis jamais arrivée à cramponner les pieds à plat.
C'était d'une stupidité, mais absolue, alors qu'il suffisait de planter ses pointes avant de crampons pour faire tout ce qu'on voulait. Et puis, il y a eu surtout aussi les engins. Le piolet, moi j'ai commencé avec un piolet canne. Je ne pouvais pas, je ne savais pas ancrer un piolet. Et après, bon, moi j'ai terminé avec Chacal, et puis avec disons, le Chacal, ou l'équivalent du Chacal en piolet, quoi. Et bon, après c'était fini. Mais bon, ben, c'est fantastique, quoi, l'idée de non, on arrive à passer un surplomb en glace, enfin, c'était exclu avec un piolet canne. Ça, non, le matériel, c'était important, bon, pour la sécurité, pour... Vous avez fait des grandes courses de glace aussi, vous aviez fait? Bah, je vais dire, je parlais du diamant au Kenya, qui n'existe plus. Grande course de glace, bon... oh oui, j'ai fait la Pasteur des droites. Qu'est-ce que j'ai... Ça, vous l'aviez fait avec qui, les droites, alors c'était... les droites, j'ai fait... on était deux cordées, et donc il y avait Charles de Mollemont et Bertrand Cousy. Moi j'avais un compagnon de cordée qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Mais en fait, c'était en très mauvaise condition. Bon, ça s'est bien passé, si on veut, mais enfin, on était beaucoup trop lent. Enfin, normalement, c'est des courses qui doivent se faire en bien meilleures conditions que ça. J'ai quand même fait aussi des voies au Mont Blanc. Hein, là, j'ai fait la Sentinelle, la Major, bon, la Brinde, enfin bon, comme ça, oui. J'ai fait aussi dans la face sud du Mont Maudit, il y a des grandes courses de glace, oui. Bon, mais bon, comme je dis, une course de glace, quelle que soit la qualité de la glace, c'est l'équivalent d'une course en roche et pour point de vue des risques qu'on prend. Mais même avec des broches, on ne s'assure pas vraiment. On ne peut pas toujours planter une broche. Moi, je sais que j'ai retenu, je parlais de la passée du Mont Maudit, j'ai retenu à l'épaule, avec le piolet posé à côté de moi, parce qu'il n'y avait rien comme possibilité d'assurage, j'ai retenu mon compagnon de cordée qui faisait 80 kilos, qui a glissé, qui est tombé dans la crevasse qui était en dessous. Je l'ai retenu à l'épaule sans aucun point d'ancrage. Ça, c'est le genre de miracle qui me vaut d'être encore en vie. Je ne comprends pas comment j'ai fait. Est-ce que vous trouvez ça dangereux, la montagne, ou pas? Pour vous, c'était dangereux ou c'était... Bah, oui, incontestablement, c'est dangereux, mais c'est dangereux aussi bien sur un chemin de refuge, où il y a un certain nombre de gens qui se sont fait tuer sur un chemin de refuge. La difficulté, ça n'a rien à voir avec le danger. Si on maîtrise la difficulté, je ne sais pas, puis moi j'étais légère, alors je ne tombais pas dans les crevasses. C'était pour les ponts, ils étaient pour les autres, pas pour moi. Et vous entraîniez beaucoup? Je m'entraînais Ouais. à l'escalade, oui.
Oui, enfin je m'entraînais à l'escalade, oui, mais l'hiver par exemple, autrefois, on pouvait plus grimper. Quand il pleuvait, Fontainebleau, c'était fini, quoi. Et par contre, dès que le printemps arrivait, on allait en falaise, au Saussois, enfin dans toutes les falaises du Dijonais aussi. Et alors tous les week-ends, c'était la falaise. Et donc vous avez écrit un livre aussi, hein? Ouais, oui, j'ai écrit le livre que j'ai appelé La Dame de Pique. Et pourquoi ce titre? Et moi, parce que, bon, il y a un jeu de mots, évidemment. Et, euh, et parce que, en fait, ce qui m'a donné l'idée de ce titre, c'est Samy Vell. Je le mets d'ailleurs au début, qui traite les femmes alpinistes de dames de pique. Ce sont des vilaines chouettes, des dames de pique, enfin, je sais plus, j'ai dit dame de pique, mais c'est une bonne idée ça. Parce que la dame de pique, effectivement, bon, c'est le défi de la mort aussi. Et on retrouve quoi dans ce livre alors? On retrouve l'histoire de ma vie en montagne, euh, d'une aventure merveilleuse que j'ai vécue en montagne, qui m'a complètement changée, qui a fait de moi quelqu'un d'autre. Et une vie vraiment extraordinaire. Et qui a fait de Madame Tout-le-Monde, d'une petite bourgeoise, je sais pas, quelqu'un une créature, disons, qui rêvait et qui accomplissait ses rêves. Et je sais pas, je me suis dit, mais ce que j'ai vécu, c'est trop merveilleux que pour que ça parte avec moi, je voudrais en laisser un témoignage. Et en même temps, avec l'idée que ça a été vécu dans une époque qui est le XXe siècle et où les gens ne raisonnaient pas comme on raisonne maintenant, qui croyaient encore à un certain idéal, je ne sais pas, disons peut-être au surnaturel, alors que maintenant on ne raisonne plus qu'en termes d'argent. Et ça, je trouve ça épouvantable. Et je déteste ce siècle qui est fait uniquement qui ne pense qu'à l'argent. Et quel alpiniste vous admiriez à l'époque? Je vous ai dit Raymond Messner. Certainement, oui. Je sais que j'avais répondu ça une fois, on m'avait demandé, à une époque où personne ne le connaissait d'ailleurs. Qui c'est celui-là? Ça, enfin bon, je pense que c'était un très grand alpiniste maintenant. Qui j'admire, ce sont tous les découvreurs de la montagne, c'est-à-dire les alpinistes du passé, enfin, je sais pas, les Humbert et autres grands alpinistes ce qu'on dit au XIXe siècle, quoi. Il représente quoi pour vous, ce massif? Ben, quelque chose de très beau, que j'ai toujours eu où je me suis toujours sentie. Je me suis sentie bien, heureuse de pouvoir y réaliser ce que j'avais envie d'y faire, et puis quelque chose de beau, d'un rêve que j'ai eu le bonheur de réaliser. Donc pas de regrets sur cette vie d'alpiniste?
Non, pas de regret. Qu'est-ce que je peux regretter? Des choses, une des choses à laquelle j'ai dû renoncer, par exemple, j'avais envie d'aller dans la Cordillère des Andes. Enfin, j'y suis allée, mais donc en Argentine. Mais j'ai été repoussée par les conditions météo. Quand j'ai su qu'il fallait rester là 3 mois à faire le siège des montagnes, j'ai renoncé, carrément. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Énormément de choses, mais non. Je veux dire, par exemple, je n'ai jamais été attirée. Enfin, je suis allée en Himalaya, je suis montée à 7 000 mètres, mais je n'étais pas attirée du tout par ça parce que je pense que ce n'était pas fait pour moi. Moi, j'étais faite pour faire des petites choses difficiles et pas pour porter des gros sacs. Et puis, je dois dire aussi que j'ai eu l'occasion de me rendre compte de l'ambiance qu'il pouvait avoir dans les groupes là-bas. Et c'est pas joli. Alors, ça m'intéressait pas. Et je n'étais pas capable. J'aurais aimé peut-être faire quelque chose à deux, mais pas dans des groupes où chacun essayait de bouffer son voisin. Parce que l'esprit de cordée, ouais, c'était important pour vous. Bien sûr. Oh, mais ça aurait été impossible. J'étais incapable de grimper et d'aller faire une course avec quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas. Si ça m'arrivait une fois, je suis bien regretté. Ça représente quoi pour vous, la cordée? Eh bien, le compagnon de cordée, je veux dire, c'est celui qui a votre vie entre ses mains. C'est-à-dire, quand on est deux et seul dans une montagne, ça m'est arrivé, hein, dans les Dolomites par exemple, où, pour des raisons de prolongation de séjour, on n'avait plus de sous du tout. Alors, on allait dans des refuges, comme je dis, on nous mettait dans la porcherie, on ne savait même pas où on était, on allait faire les plus grandes voies de la Chivette, et on était tout seul. Hein. Personne. On aurait trouvé la 2 chevaux qui était dans la vallée, et au bout de 8 jours, on se serait inquiété pour savoir à qui elle appartenait. Et bon, et ben, dans ces cas-là, le compagnon de cordée, c'est vraiment tout ce qu'on a de plus précieux. Et je veux dire, il n'y a pas de différence, quoi. C'est quelque chose de complètement intégré, une cordée. Je veux dire, ce qui arrive à l'un, c'est la cordée qui l'encaisse. Hein. Et puis, avec quelqu'un qui est grincheux, qui n'est pas heureux de ce qu'il fait, mais c'est atroce. Il faut qu'il soit heureux aussi de grimper. Quoi. Vous a toujours rendu heureuse, la montagne? Ah oui, oui. Ah, ça, je veux dire, c'est vraiment de la joie hein, que j'ai éprouvée. Oui. Et vous savez pourquoi ou Oui, et c'est parce que c'était une façon de me réaliser, et puis que je le faisais toujours bien, que je réussissais. J'avais toujours envie de faire un petit peu plus difficile, un petit peu plus grand, un peu plus beau la fois d'après, quoi. Je ne sais pas. C'était une vocation. Et votre grand compagnon de cordée, c'était qui alors Ça a changé.
j'ai commencé donc à faire de grandes escalades dans les Dolomites en particulier avec Daniel Jouba. Bon, après, bon, parmi les compagnons de cordée que vraiment, qui ont compté pour moi aussi, il y a Pierre Bourges, donc avec qui j'ai fait il ne faisait que des courses de glace. Et bon, vraiment, on s'entendait extrêmement bien. Bon, en Afrique, Bernard Pelbourier, je veux dire, on était comme la ronde en foire. Et puis bon, en plus de ça, quelqu'un qui est pas du tout, enfin qui a ses idées, qui sont pas du tout des idées convenues, hein, qui sont... Mais vous étiez dans quel domaine et vous faisiez quoi? Donc, je faisais de la physique nucléaire sur les particules élémentaires, théoriques. Et j'ai d'abord été chercheur donc, au CNRS, attaché de recherche, et ensuite j'étais nommée professeur d'université de physique. Et j'ai enseigné principalement en maîtrise de physique. J'ai toujours eu de très bons rapports avec mes étudiants. Je veux dire, je pense que c'était à une autre époque.